Donc, bonjour, bienvenue aux participants qui sont en train de nous rejoindre pour ce webinaire « Les femmes à faible revenu dans les chaînes d'approvisionnement ». Donc, on est ravis de vous avoir. On va attendre quelques secondes pour que tout le monde puisse, ou le maximum de personnes puissent être avec nous avant de commencer le webinaire. Donc, merci d'être là. Soyez prêts à utiliser le chat parce qu'on va vous poser quelques questions pendant le webinaire, vous demander d'intervenir à travers des sondages. Donc, préparez-vous à mettre quelque chose à répondre dans la zone de texte. Donc, on est à 22. Je vais encore laisser quelques secondes et ensuite, on va commencer le webinaire. Donc, moi, je vous parle de Paris. J'espère qu'en Tunisie, le temps est meilleur parce qu'ici, il fait assez froid et assez gris. Donc, je pense qu'il est 10h02. On va démarrer. J'ai eu le go. Donc, re-bienvenue. Et pour démarrer ce webinaire, je vais passer tout de suite la parole à Madame Alissar Chaker, qui est représentante résidente adjointe UNDP Tunisie. À vous. Merci Gigi, bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Alissar Chaker, je suis la représentante résidente adjointe du Programme des Nations Unies pour le développement en Tunisie. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour poursuivre cette série de webinaires organisés en partenariat avec Business Call to Action et Oxfam, qui vise à mettre en avant les pratiques, les connaissances et les moyens pour soutenir le secteur privé dans sa contribution importante mais invisible au développement durable par le biais des commerces inclusifs. Ce webinaire est le second de la série et a pour objectif de présenter des moyens concrets pour faciliter l'inclusion des femmes à faible revenu dans les chaînes d'approvisionnement, et ceci en réponse à l'ODD 5. Je donne aussi la bienvenue à tous les intervenants, mais permettez-moi de recevoir et dire le bienvenu à un compatriote, entre parenthèses, à Monsieur Youssef Bechaouich de l'entreprise Orange Tunisie, qui parlera de l'initiative des maisons digitales. Next, please. Le PNUD est présent dans 70 pays et territoires et contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable de l'agenda 2030 dans ses trois dimensions: sociale, économique et environnementale. Il promeut l'inclusion et la réduction des inégalités dans toutes ses initiatives pour ne laisser personne pour compte, leave no one behind. En Tunisie en spécifique, et en spécifique pour l'autonomisation des femmes, le sujet de notre discussion aujourd'hui, le Programme des Nations Unies pour le développement contribue à la réduction des inégalités et le renforcement de la résilience des institutions et des communautés face aux chocs socio-économiques, sécuritaires et environnementaux, y compris sanitaires. Il contribue aussi à l'autonomisation des jeunes et des femmes, renforce la gouvernance démocratique pour améliorer l'accès des femmes aux droits et aux services et s'applique dans la création des partenariats stratégiques pour la promotion de choix stratégiques qui sont plus verts, plus inclusifs et plus justes, qui favorisent l'innovation et la résilience. Next, please. Durant la pandémie, la Tunisie a connu une hausse de violences faites aux femmes.
Le nombre de cas a été multiplié par 5 durant le confinement et ceux-ci sont des cas signalés à la ligne verte du ministère de la Femme. Entre 23 et 29 mars seulement, 40 cas de femmes victimes de violences ont appelé la ligne verte. Et c'était principalement des femmes vivant dans les zones intérieures du pays qui sont âgées entre 30 et 40 ans. On sait bien qu'il y a une grande différence entre les régions en Tunisie et l'impact du Covid a été aussi très nuancé à travers le pays. Il y avait aussi une accentuation de la violence économique et c'est une notion toute nouvelle en Tunisie, une violence économique faite aux femmes et ceci a constitué 45% des appels en février 2020 et 49% pour mars de la même année et ceci selon le programme ONU Femmes des Nations Unies. Le PNUD en réponse, s'est mobilisé pour appuyer l'inclusion de la dimension genre dans le plan d'action national de riposte au Covid-19, dans la gestion de crise et la riposte inclusive et intégrée, particulièrement au niveau municipal et local, préparation du relèvement et évaluation de l'impact économique de la pandémie sur les ménages et les micro et toutes petites entreprises, avec un axe très fort genre, appui aux micro et toutes petites entreprises gérées par les femmes au sud du pays pour renforcer leur résilience et la continuité de leurs affaires. On a aussi contribué à mettre en place, mais surtout renforcer les unités de police équipées et les former pour faire le suivi avec les femmes victimes de violences. Next, please. Ce slide est un peu un exemple de ce qu'on a appuyé dans le domaine du travail avec le secteur privé. Je ne vais pas les lire et prendre beaucoup de temps. Mais ce que je veux dire, c'est que le PNUD Tunisie est un acteur engagé dans l'inclusion des femmes dans le processus de développement du pays. Et ceci à travers le travail institutionnel qu'on fait avec le gouvernement, mais aussi avec la société, y inclut le secteur privé. Next, please. Au niveau global et bientôt en Tunisie, le Business Call to Action est une plateforme et une alliance globale d'entreprises inclusives qui promeut des solutions commerciales intégrées pour le développement durable, qui vise à accélérer le progrès et l'atteinte des ODD, des objectifs de développement durable, à l'horizon 2030. Cette initiative, Business Call to Action, est une alliance multilatérale entre les gouvernements, le gouvernement hollandais, mais aussi le SIDA, la coopération suédoise de développement, l'agence de développement suisse, mais aussi le bureau du Commonwealth et du développement qu'on connaît avant comme DFID du Royaume-Uni, et avec le PNUD qui aussi est responsable du rôle du secrétariat pour cette initiative. Les objectifs peuvent se résumer en 3: sensibiliser et outiller le secteur privé pour leur contribution au développement durable aux entreprises grâce aux entreprises inclusives. Et les entreprises inclusives, ce n'est pas de la charité, c'est un business qui a une marge de gain qui est économiquement viable. C'est différent de la responsabilité sociétale des entreprises. Le second objectif, c'est faciliter le dialogue public-privé et les relations entre les entreprises et les partenaires du développement durable. Le troisième est appuyer techniquement et stratégiquement les commerces inclusifs existants et futurs pour un impact collectif mesurable et durable, et pour la société et pour la compagnie elle-même, les entreprises elles-mêmes qui vont trouver et qui vont exploiter de nouveaux niches de marché et de nouveaux niches de produits. Next, please. C'est tout pour moi. Je veux bien vous remercier
Et avec cette introduction, je cède la parole à Gigi, tout en vous souhaitant tous et toutes une très bonne continuation et un très bon échange. Merci à vous, Gigi. Merci, Alissar. Next slide. Donc, bienvenue dans ce webinaire sur l'égalité entre les genres, centré sur les femmes à faible revenu dans les chaînes d'approvisionnement. Il s'agit de notre deuxième webinaire. Un enregistrement du webinaire de la semaine dernière sera bientôt en ligne et au cas où vous l'aurez manqué. Nous allons enregistrer ce webinaire aussi. Je m'appelle Gigi Cottier et je suis l'hôte de ce webinaire. Nous allons avoir des discussions tout au long du webinaire, alors préparez-vous à saisir vos réponses dans le zone de chat. De même, si vous avez des questions, nous vous invitons à les écrire dans la zone de chat et nous avons prévu du temps pour y répondre à la fin du webinaire. Je vais vous donner quelques renseignements sur Oxfam. Nous œuvrons dans 90 pays en partenariat avec plus de 3500 organisations, dont des gouvernements, la société civile locale et des entreprises. Oxfam travaille sur les questions de genre depuis plusieurs dizaines d'années. Next slide. Je vais maintenant vous présenter nos intervenants du jour, Roland et Lina. Merci Gigi. Bonjour à tous, je m'appelle Roland Chauville, je suis responsable du partenariat pour la Suisse pour Oxfam Grande-Bretagne. J'ai derrière moi 12 ans d'expérience en leadership, philanthropie, gestion de programmes et formation. Avant Oxfam, j'ai fondé l'ONG UPR Info qui était spécialisée dans un des programmes des Nations Unies en droits humains qui s'appelait l'examen périodique universel. Avec moi, il y a aussi ma collègue Lina. Merci Roland. Bonjour tout le monde, je m'appelle Lena Kamadou. Je suis conseillère mondiale pour Oxfam en matière d'optimisation économique des femmes. En outre, je travaille depuis plus de 10 ans sur la chaîne de valeur et le secteur privé. Merci. Donc, next slide. Nous allons aborder aujourd'hui 4 sujets. Le premier, l'égalité entre les gens, pourquoi c'est important et le rôle des entreprises dans cette égalité. Deuxième, les facteurs clés qui pourraient améliorer l'autonomisation économique des femmes. 3, comment l'absence de ces facteurs réduit le nombre de postes que les femmes à faible revenu peuvent occuper dans les chaînes d'approvisionnement, limitant ainsi la productivité et la croissance pour tout le monde. Et en dernier, en quoi cette thématique est pertinente pour les entreprises et les mesures que ces dernières peuvent prendre pour améliorer la contribution économique des femmes à faible revenu à l'économie. Next slide. Donc, avant de commencer, on va lancer un sondage pour vous demander de voir ou de ce que vous pensez de l'approche de l'égalité entre les gens dans votre entreprise. Donc, vous avez 4 possibilités de réponse. Est-ce qu'à votre avis, dans votre entreprise, l'approche est A, impeccable, et B, C, D, nous avons un long chemin à parcourir. Donc, je vous demande de taper A, B, C, D pour qu'on puisse voir où on se situe, où vous considérez que vos entreprises se situent sur cette échelle. Donc, on voit qu'on a quand même quelques personnes impeccables. Donc, ça, c'est superbe. La plupart d'entre vous, vous mettez B, progressive, mais peut encore mieux faire. D'ailleurs, c'est un peu de changer avec les dernières personnes. On a augmenté, on a 5 participants impeccables, 11 progressives et une personne C et une personne peut-être la plus honnête ou peut-être qui a un peu une vue un peu plus négative qui dit « nous avons un long chemin à parcourir ». Donc, j'espère à travers ce webinaire,
on va vous donner des pistes, des idées, ce que vous pourrez faire. Voilà, et donc je vais passer la parole à Roland. Merci Gigi. Alors nous allons maintenant parler d'égalité entre les genres et expliquer pourquoi ce concept est important. Nous sommes encore loin de l'égalité entre les genres. Selon le rapport 2020 sur les inégalités des genres dans le monde du Forum économique mondial basé en Suisse, les femmes gagnent en moyenne 77% de ce que gagnent les hommes. Au rythme actuel, il faudra encore 66 ans pour atteindre l'égalité salariale à l'échelle mondiale. Dans le même rapport, la Tunisie occupe le 124e rang mondial en termes d'écart entre les genres, une chute de 5 places par rapport au rapport de 2018, où la Tunisie était à la 119e place. Ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle en matière d'égalité entre les genres. 600 millions de femmes occupent les postes les plus précaires, sans sécurité de l'emploi. Le chômage est un problème de taille en Tunisie. Il touche 15% des personnes et passe à 22% chez les femmes, voire à 24% dans le sud-ouest. La difficulté d'accès des femmes à des emplois formels les enferme dans le secteur informel. La contribution massive des femmes à l'économie et aux chaînes d'approvisionnement reste invisible et fait face à de nombreuses barrières et difficultés. Le changement est trop lent et devrait être radical pour permettre l'égalité entre les genres. Next. Next. En 2015, les Nations Unies ont identifié 17 objectifs de développement durable. Le 5e porte sur l'égalité des genres. Selon une estimation réalisée l'ODD 5 sur l'égalité des genres, pourrait ajouter au PIB mondial 28 000 milliards de dollars. Les cibles de l'ODD 5 comprennent notamment 1. Mettre fin dans le monde entier à toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles. 2. Éliminer toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles. 3. Faire une place aux soins et travaux domestiques non rémunérés et les valoriser. Et 4. Garantir la participation entière et efficace et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision dans la vie politique, économique et publique. Il y a aussi des raisons réglementaires qui devraient pousser les entreprises à faire de l'égalité entre les genres une priorité. 189 pays, dont la Tunisie, ont signé et ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, un traité international adopté en 1979 par l'Assemblée générale des Nations unies. Next. Nous allons maintenant aborder la question des moteurs des opportunités économiques des femmes. Next. L'ONU a développé les principes d'autonomisation des femmes qui expliquent les mesures que les entreprises peuvent prendre en faveur de l'autonomisation des femmes au sein de leur chaîne d'opération ou de leur chaîne d'approvisionnement. Ces principes ont été adoptés par plus de 2700 entreprises. En 2016, l'ONU a organisé le groupe de haut niveau pour l'autonomisation économique des femmes avec la présence de représentants du secteur privé, des gouvernements et du monde universitaire. Ce groupe a identifié 7 facteurs visant à atteindre l'autonomisation économique des femmes. Chaque facteur est étayé par une boîte à outils donnant des exemples de mesures à prendre aux entreprises. La Tunisie est membre du groupe des champions et championnes de l'autonomisation économique des femmes qui mettent en œuvre les recommandations du groupe de haut niveau. La Covid-19 nous a rappelé que les femmes constituent 70%, 70% du personnel de santé mondial. Elles sont aussi surreprésentées dans les secteurs de la distribution et de la production alimentaire. Et les réponses nationales à la Covid-19 les plus efficaces ont été pilotées par des dirigeants. Pourtant, la société limite encore systématiquement la participation et le potentiel des femmes, du fait des biais structurels ancrés. Comment changer cela? Nous allons étudier, à travers ce webinaire, quelques exemples de manières de créer des opportunités économiques pour les femmes à partir du rapport du haut niveau de l'ONU. Next. Le premier facteur est la transformation des normes sociales négatives, une priorité lorsqu'il s'agit d'atteindre l'égalité entre les genres. Les normes sociales sont des règles tacites qui nous dictent comment nous comporter au sein d'un groupe ou d'une culture. Les stéréotypes selon lesquels les hommes ne pleurent pas et les violences basées sur le genre sont des exemples de normes de genre néfastes, que nous couvrirons plus en détail. Le fait que la société décide des rôles appropriés pour les femmes et les hommes est aussi un résultat négatif des normes sociales genrées. De ce fait, on trouve moins de femmes dans certains secteurs, comme l'ingénierie ou la politique, alors qu'elles sont surreprésentées dans les secteurs du soin, de l'éducation et de l'entretien, souvent peu valorisées par le marché du travail et reposant sur un personnel peu qualifié et peu rémunéré. Les entreprises peuvent jouer un rôle important dans la remise en question de ces stéréotypes. Elles
elles peuvent aussi en tirer profit, car les entreprises qui aident les gens à atteindre leur plein potentiel attirent et fidélisent une main-d'œuvre hautement qualifiée. Next. Le deuxième facteur concerne les réglementations juridiques qui peuvent transformer les comportements de la société. Les entreprises peuvent jouer un rôle essentiel dans la promotion d'un environnement juridique propice, créant des conditions équitables pour tous et toutes. Par exemple, la Tunisie dispose de lois sur le congé maternité, qui assurent les droits salariaux des employés enceintes. Next. Le troisième facteur consiste à réduire la charge du travail domestique et de soins non rémunérés. L'une des principales barrières à l'égalité entre les genres. Pardon. La plus grande partie de ce travail repose sur les femmes. Selon Oxfam et son partenaire à l'Association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement, en 2019, les femmes ont passé en moyenne 8 heures par jour à s'acquitter des activités de soins non rémunérés, contre moins de 45 minutes pour les hommes. Les femmes à faible revenu passent encore plus de temps sur ces activités, car elles sont moins à même d'externaliser leurs responsabilités de soins et vivent souvent dans des zones qui manquent d'infrastructures, comme l'eau courante ou des services de santé abordables. Les recherches réalisées par Oxfam en Ouganda, au Zimbabwe, au Kenya et aux Philippines ont montré que lorsque les ménages avaient un meilleur accès à l'eau, le temps passé par les femmes à la collecte de l'eau baissait à 1 heure par jour contre 4 heures environ. Next. Le dernier facteur dont je vais détailler aujourd'hui les mesures concerne l'amélioration de l'accès aux actifs. Les femmes d'origine les plus modestes sont beaucoup moins susceptibles d'hériter de propriétés et de fonds et d'en assumer le contrôle. Il est de plus en plus admis que détenir des actifs peut renforcer la place des femmes dans la main-d'œuvre. Next. Alors, sans ces facteurs dont je viens de parler, les femmes sont souvent maintenues dans des rôles invisibilisés, sous-payés et dévalorisés. Lorsque plusieurs facteurs sont absents, les impacts négatifs s'additionnent. En général, cela donne lieu à des situations où les femmes ont très peu de pouvoir pour développer des revenus et cela résulte en une forte concentration de femmes dans des rôles peu rémunérés. Pour atteindre l'égalité entre les genres, tous les facteurs identifiés doivent être réunis. Les entreprises jouent un rôle essentiel dans la mise en place de ces facteurs. En adoptant des pratiques professionnelles basées sur l'égalité entre les genres et en s'engageant à instaurer une culture d'entreprise sûre et inclusive, les entreprises peuvent faire évoluer les attitudes et les comportements et devenir de véritables moteurs de changement. Comme nous l'avons entendu dans notre webinaire la semaine dernière, la majorité des activités économiques en Tunisie se produisent dans le secteur informel, les micro-entreprises et les PME. Là encore, l'égalité entre les genres devrait être recherchée, car elle est un facteur de développement des entreprises. Next, Gigi. Oui, merci Roland. Donc maintenant, c'est à vous de faire entendre votre voix à travers le chat et on voudrait vous demander, selon vous, lequel de ces 7 facteurs que Roland a énumérés et qu'on trouve sur le slide maintenant, lequel est le plus ou serait le plus efficace pour favoriser l'autonomisation économique des femmes? Donc, si je peux vous demander d'écrire vos réponses dans le chat, et comme ça, tout le monde peut profiter et on peut un peu ouvrir la discussion. Donc, la question, c'est en regardant cette diapositive et ce qu'on vient d'entendre de Roland, lesquels de ces facteurs seraient le plus efficaces pour favoriser l'autonomisation économique des femmes? Je vous donne quelques secondes pour écrire quelque chose dans le chat. Vérifiez que c'est bien à tout le monde que vous destinez votre réponse. Donc, pour résumer brièvement, j'ai parlé de la transformation des normes sociales négatives, les réglementations juridiques, la charge du travail domestique et du soin non rémunéré et l'amélioration de l'accès aux actifs. 4 des 7 facteurs mentionnés. Donc, lequel serait le plus efficace? Est-ce qu'on a des points de vue? Alors, merci. Veiller à la protection juridique, c'est le plus influent. Et ensuite,
l'amélioration d'accès aux actifs. Est-ce qu'on a d'autres participants qui voudraient partager leur avis? Renforcer la visibilité. Et encore, renforcer la visibilité, la voix collective et la représentativité. S'attaquer aux normes, encore la protection juridique et la modification des lois. Amélioration des pratiques du secteur public en matière d'emploi et de passation des marchés. Et encore protection juridique, judiciaire et réglementaire. Donc voilà, beaucoup de similarités dans ce que vous trouvez le plus efficace, mais de différentes idées. Donc, je vous remercie beaucoup et on va passer, Roland, je pense, à la prochaine, la next slide. Merci à tous pour votre contribution. Effectivement, les normes juridiques jouent un rôle important et peuvent avoir une grande influence sur la société et les entreprises. Alors, nous allons maintenant découvrir à quel niveau des chaînes d'approvisionnement les femmes à faible revenu travaillent. Donc, on l'a dit, les femmes sont présentes à tous les niveaux des chaînes d'approvisionnement, de la main-d'œuvre dans les exploitations agricoles de petite taille à la supervision en passant par la gestion. Elles sont aussi clientes. Leur contribution importante à l'économie n'est souvent pas prise en compte en raison d'un manque de données. Les femmes à faible revenu sont donc confrontées à de multiples obstacles, mais il existe des secteurs où elles sont très représentées. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Lina. Merci Roland. Next slide, please. Thanks. Donc, où sont les femmes dans la chaîne d'approvisionnement? Premièrement, dans le secteur formel, les femmes représentent la majorité des bas salaires et elles sont cantonnées aux postes les plus précaires. Cela résulte de la discrimination fondée sur le genre dans le processus de recrutement. Par exemple, la responsabilité de travail et de soins non rémunérés qui limitent leur mobilité et les marges de manœuvre et aux politiques de formation et d'emploi qui ne tiennent pas compte de la dimension de genre. Next. Ensuite, dans le secteur informel, les femmes sont surreprésentées quand une grande partie de ce travail se fait à domicile, comme par exemple pour la sous-traitance dans le secteur de textile avec un salaire de l'article. Ici, on voit que souvent les femmes ont peu ou pas de droits et aucun accès aux aides publiques. Next. Dans le secteur agricole, la majorité des exploitants et exploitantes reconnus sont des hommes. Mais lorsqu'on inclut les membres de la famille non rémunérés, les femmes deviennent majoritaires. Du fait qu'on refuse aux femmes l'accès à la terre, on ne reconnaît pas qu'elles ont un rôle formel dans ce travail. Pourtant, dans les pays à faible revenu, elles constituent 43% de la main-d'œuvre agricole. Malgré le rôle essentiel dans la production agricole, les femmes n'ont accès qu'à une fraction des actifs en transformation et information qui leur permettent d'être plus productives. Elles n'occupent que 14% des postes gestionnaires et elles sont concentrées de manière disproportionnée dans les postes les moins payés. Next. Enfin, les femmes sont propriétaires de 33% de toutes les PME des marchés émergents et en Tunisie, on voit que 30% des micro-entreprises et des PME sont fondées par les femmes. Pourtant, le taux de croissance moyen des entreprises pilotées par des femmes est beaucoup plus faible que celui des entreprises pilotées par des hommes. Et peut-être c'est dû à des biais du genre dans les critères de financement, notamment par l'instauration d'obligations de garantie ou l'organisation d'évaluation de risque de crédit qui discrimine les femmes.
Donc, les femmes sont plus représentées dans le rôle peu rémunéré, non réglementé et donnant moins de garanties en matière de protection sociale. De ce fait, les femmes sont moins en mesure de négocier de meilleures conditions de travail. Aussi, les femmes sont souvent limitées en termes de mobilité et ont peu de temps pour elles. Elles ont donc plus de difficultés à participer à des programmes de formation. Et si cela n'est pas pris en compte pendant la conception de la formation agricole, peut-être les femmes ne peuvent pas y participer, ce qui renforce les écarts de connaissances entre femmes et hommes. Next. Donc, il existe deux types de besoins qui doivent être pris en compte pour permettre aux femmes de participer efficacement à l'économie et à en tirer profit. Premièrement, il y a des besoins pratiques qui sont les besoins directs et individuels des femmes, c'est-à-dire de quoi elles ont besoin pour améliorer leur situation actuelle. Cela inclut un environnement de travail sûr et décent, avec des revenus et des horaires de travail stables et prévisibles et un contrat écrit. Et ensuite, il y a des besoins stratégiques. Ici, on voit un emphase sur les éléments qui influencent la position générale des femmes et réduisent les inégalités de pouvoir et de rôle. Par exemple, il peut s'agir de changements dans la distribution du travail de soins non rémunérés ou au niveau des restrictions pesant sur le leadership des femmes et leur participation aux espaces de prise de décision. Alors, je passe à Gigi maintenant. Merci, Lina. Donc, prochaine slide. Voilà, merci, Harmonie. Nous allons maintenant étudier ce que cela signifie pour les entreprises. Donc, à vous de nouveau, et je voulais vous poser, selon vous, quels seraient les avantages pour une entreprise à faire de l'égalité des gens une priorité? Et je vous demande de nouveau de mettre dans la zone de chat les avantages pour une entreprise à faire de l'égalité des gens une priorité. Qu'est-ce que vous en pensez? Plus d'efficacité et d'efficience. Merci. Meilleure productivité. Et cela permet d'accroître la productivité. Voilà, donc on a deux personnes, même idée. La motivation, absolument. Moins de frustration les employés, donc meilleur climat de travail, tout à fait. Attractivité, performance et fidélisation. Ah, ça va trop vite là. Motivation du personnel et meilleure implication éthique et sociale. Encore productivité, moins de conflits. Tous des très bonnes avantages, très, très pertinentes. Meilleure intégration sociale. Donc, merci, tout très, très, très important, je pense. Roland, tu reprends. Merci, Gigi. Effectivement, très intéressant, de multiples facteurs qui sont mentionnés. Next, please. Et là, on les découvre effectivement. Législation, productivité, rotation du personnel, gain de talent, image de marque et augmenter les performances de l'usine. Donc, votre entreprise, effectivement, peut être inclusive et cela peut faire partie intégrante de votre image de marque. C'est possible que vous soyez en train d'essayer d'améliorer significativement votre productivité. Une étude de la Harvard Business School a montré que 80% des employés disposant de responsabilités de soins affirment être moins productifs et productives à cause de cela. 33% de ces personnes affirment que la responsabilité de soins les empêche de faire un travail optimal à tout moment. Investir dans des politiques concernant le travail de soins peut donc améliorer la productivité. En outre, lorsque la main-d'œuvre est satisfaite, les niveaux de productivité montent en flèche. Là encore, les taux de rotation du personnel baissent considérablement
et les recettes et les performances augmentent. Donc, tout ce que vous avez mentionné dans le chat. Agir contre les biais de genre lors du recrutement peut permettre d'attirer une main-d'œuvre qualifiée. Ainsi, l'entreprise ACG Fruit, un producteur et exportateur mondial, a changé ses pratiques pour atteindre l'égalité entre les genres, en embauchant des femmes à tous les niveaux hiérarchiques. Les femmes récoltent, calibrent et conditionnent les fruits dans les exploitations, mais également travaillent au siège à des postes administratifs et de gestion. ACG Fruit dispose de services de garde pour les enfants de moins de 8 ans dans ces exploitations et offre des horaires de travail flexibles pour permettre aux parents de déposer leurs enfants à l'école avant le travail. Cela permet à l'entreprise de fidéliser les employés expérimentés et grâce à cela, elle est devenue un employeur valorisé sur le marché concurrentiel du travail saisonnier. Next. Pour en revenir au facteur de l'autonomisation économique des femmes, nous allons maintenant réfléchir aux mesures que les entreprises peuvent prendre pour les mettre en place. Dans toutes les sociétés, le travail de soins est en général fourni par 4 types d'acteurs. Donc, les ménages ou la famille, alors l'État ou le gouvernement, la société civile, la communauté, et enfin les entreprises, les employeurs. Donc, la responsabilité du travail de soins non rémunéré n'est pas partagée équitablement entre ces 4 acteurs, comme vous vous en doutez. Elle incombe de manière disproportionnée aux ménages, et en particulier aux femmes à faible revenu. Actuellement, la COVID-19 a un impact colossal sur les familles, et en particulier sur les femmes. Pendant le confinement en Tunisie, Oxfam a effectué une évaluation des impacts qui a montré que la responsabilité de garde d'enfants des femmes avait significativement augmenté du fait des fermetures d'écoles. Les artisans et artisanes tunisiennes ont affirmé avoir dû mettre un terme à leur emploi rémunéré en raison du ralentissement important des commandes, mais aussi parce qu'il était peu probable qu'elles reprennent leurs activités génératrices de revenus avant que les écoles n'ouvrent à nouveau. Par exemple, une société minière du Zimbabwe a réalisé que les femmes passaient des heures chaque jour à collecter de l'eau. L'entreprise a donc construit des réservoirs d'eau à proximité et leur a donné des brouettes pour les aider à transporter les conteneurs d'eau. D'autres entreprises ont mis en place des cliniques, ont fourni des machines à laver et créé des points de collecte d'eau sur les sites de travail pour permettre aux femmes de passer moins de temps sur leurs tâches de travail domestique. Next. Alors, les statistiques des violences basées sur le genre sur le lieu de travail sont choquantes. Un tiers des employés de l'industrie du textile ont vécu une forme de harcèlement sexuel au cours des 12 derniers mois. La sécurité au travail et en dehors est une priorité pour beaucoup de femmes ayant une activité professionnelle. Un manque de sécurité a divers impacts sur les entreprises, notamment une baisse de productivité, un fort absentéisme et une forte rotation du personnel. Il n'y a pas qu'une cause de violence faite aux femmes et aux filles. Il est important de réfléchir aux différents environnements où les violences basées sur les genres sont tolérées ou normalisées, au niveau individuel, communautaire ou plus largement. Même si une loi sur les violences faites aux femmes et aux filles a récemment été adoptée en Tunisie, ces violences restent prévalentes, non seulement au sein des ménages, mais également dans les espaces publics. La plupart des incidences ne sont pas dénoncées. Les femmes à faible revenu sont plus susceptibles de vivre ces violences, car il leur est plus difficile de quitter des relations violentes dans leur vie privée comme sur le lieu de travail. Elles sont souvent dépendantes de la personne à l'origine de ces abus sur le plan financier. Comme nous l'avons entendu la semaine dernière dans notre autre webinaire, les appels en ligne de soutien en Tunisie de femmes et de filles confrontées à des violences domestiques ont fortement augmenté pendant le confinement, jusqu'à 7 fois plus d'appels qu'à la même période de l'année dernière, et ça a été notamment mentionné par Lisa au début de notre webinaire. Next. Nous avons identifié plusieurs mesures que les entreprises peuvent prendre pour réduire les risques de violences basées sur le genre. Tout d'abord, développer des relations à long terme avec vos fournisseurs. Traitez-les comme des partenaires et engagez des conversations approfondies pour déceler les problèmes. Cela est particulièrement important lorsqu'il est probable que le fournisseur emploie un grand nombre de femmes à faible revenu. Vous pouvez améliorer votre code de conduite aussi à l'intention des fournisseurs afin d'inclure des mécanismes de plainte efficaces et des politiques de prévention et de protection. Réfléchissez aux obstacles supplémentaires auxquels font face les femmes à faible revenu lorsqu'elles signalent des problèmes. Existe-t-il des lignes téléphoniques d'assistance dans les langues appropriées pour les travailleurs et les travailleuses migrants? Sont-elles gratuites et peut-on y accéder dans un espace sûr? Tout le personnel a-t-il été formé aux procédures? Cela est particulièrement important pour les responsables intermédiaires qui sont souvent bien placés pour reconnaître les problèmes et qui sont les premières personnes à recevoir une plainte. Amplifier les voix et la représentation de la main-d'œuvre, en particulier celle des groupes minoritaires. Entrer en contact avec les partenaires locaux, notamment les organisations de défense des droits des femmes, qui ont une expertise du plaidoyer en faveur des femmes à faible revenu. Ensuite, commencez à chercher de potentiels points sensibles dans votre chaîne d'approvisionnement en effectuant un diagnostic des normes
sociale, une cartographie des risques et un contrôle de la santé de l'organisation. Cela doit être fait en consultation avec les parties prenantes, notamment les organisations de la société civile, qui connaîtront le contexte local et peuvent représenter différents groupes. Pardon. Soyez transparents pour créer des lieux de travail sûrs. Le plus important est de renforcer la confiance en cultivant un environnement respectueux et consensuel. Cela implique de créer des espaces de dialogue sûrs, de veiller à la transparence de la gestion des plaintes et de rendre des comptes à la main-d'œuvre. Enfin, n'oubliez pas les hommes, ils font partie intégrante d'une solution holistique. Next. Pour renforcer l'égalité entre les genres et l'autonomisation des femmes, les entreprises peuvent également mettre au point des stratégies d'approvisionnement tenant compte des questions de genre. Comme nous l'avons dit plus haut, les interactions économiques sont souvent vécues différemment par les hommes et les femmes. En incorporant la dimension de genre dans les pratiques d'approvisionnement, les entreprises peuvent jouer un rôle important dans la disparition des contraintes et dans la création d'opportunités pour les femmes. Les entreprises bénéficient également de la présence de femmes parmi leurs fournisseurs, car cela peut avoir un impact positif sur la durabilité et la rentabilité de leur chaîne d'approvisionnement. Voici quelques points à prendre en compte lors du développement de stratégies d'approvisionnement tenant compte des questions de genre. Tout d'abord, commencez par évaluer où résident les écarts entre les genres et les potentiels points sensibles sur les chaînes d'approvisionnement et étudier les opportunités d'investir dans les capacités d'entrepreneuriat des femmes. Pour cela, vous pouvez effectuer des évaluations des impacts et autres enquêtes. Comparez ces résultats avec ceux que vous obtiendrez en suivant les meilleures pratiques, puis convenez d'objectifs et de plans d'action pour le développement de stratégies d'approvisionnement, tenant compte des questions de genre. Développez enfin de bonnes relations avec les fournisseurs, soyez transparents et développez une collaboration très concurrentielle avec les autres. Pour que votre stratégie soit efficace, ces valeurs doivent être intégrées dans toute votre organisation, notamment par les acheteurs et les équipes d'approvisionnement. Gigi? Next slide. Bon, donc, les problèmes de genre sont complexes et difficiles à identifier via des audits. Au sein de votre entreprise, quelles sont les opportunités et possibilités pour les femmes de faire entendre leur voix? Donc, à part les audits, qu'est-ce qu'il y a comme opportunités, possibilités pour les femmes de faire entendre leur voix? Donc, si vous pourrez mettre vos réponses, vos idées dans la zone de chat, je vous remercie. Est-ce que quelqu'un a des exemples? Voilà, donc pratique de la porte ouverte, absolument. Vous avez un réseau de femmes en interne qui est de plus en plus influent. Excellent. L'idée de rôle modèle, je pense. Représentation et ressautage. Oui. Autre. Participation à des sondages. Oui, tout à fait. Groupe informel de discussion. Merci. Donc, toutes des très bonnes idées. Je pense aussi l'idée des syndicats. Roland, est-ce que tu veux continuer ou Bien sûr, oui, merci pour vos participations. Effectivement, un grand nombre d'idées qui sont partagées, que ce soit des réseaux, que ce soit des opportunités de donner des retours à travers des sondages en interne ou alors de la représentation à travers les syndicats, etc. Donc, effectivement, toutes des bonnes idées. Nous avons, de notre part, noté 3 contextes dans lesquels les voix des travailleurs et des travailleuses peuvent être entendues de manière formelle, c'est-à-dire les comités de travailleurs et de travailleuses, les syndicats et les groupes de pairs, donc, qui ont notamment été mentionnés dans le chat. Il est important de réfléchir aux informations qui ne figurent pas dans les audits et à d'autres manières de se renseigner.
Pensez au déséquilibre de pouvoir au sein de ces groupes et déterminez quel groupe amplifie les voix des travailleurs, des travailleuses et des femmes le plus efficacement, et en particulier des femmes à faible revenu. Next. Donc, qu'est-ce qui peut réellement changer la donne? D'après notre expérience, les gens ne s'impliquent que lorsque la confiance est établie. Toute personne veut être sûre, 1, qu'elle ne sera pas jugée pour sa prise de position, 2, qu'elle sera écoutée, et enfin, que ses suggestions seront appliquées. Next. Créer un environnement positif rend nécessaire une transformation importante de la culture d'entreprise et un investissement dans le renforcement de la confiance et des compétences de leadership des femmes. Lorsque cela est possible, développer des stratégies d'atténuation et des risques de conséquences négatives en travaillant avec des organisations de défense des droits des femmes ou des ONG dotées d'une expérience du contexte local. Les contrats ont notamment un impact colossal sur la sécurité et la stabilité des revenus des femmes. Dans l'industrie du textile au Bangladesh, 75% des salariés n'ont pas de contrat écrit. Le rapport que vous voyez à l'écran, qui s'appelle Better Jobs, Better Supply Chains, c'est un rapport d'Oxfam qui a démontré comment la précarité des contrats empêchait les travailleurs et travailleuses de fournir un travail optimal. Les femmes signent souvent les contrats les plus précaires. Les femmes font face à des conditions plus difficiles que les hommes. Même lorsqu'elles sont la principale source de revenus du ménage, on attend d'elles qu'elles ajoutent à leur charge de travail en s'occupant des personnes dépendantes. Pourtant, leurs contrats sont plus précaires, elles ont souvent des postes moins qualifiés. C'est surtout le cas des femmes à faible revenu dans les chaînes d'approvisionnement. Et un emploi sûr, contrairement à un travail précaire, permet aux femmes de prendre en charge leurs responsabilités. Next. Trois raisons expliquent en quoi renforcer la stabilité des contrats est important. D'abord, un contrat stable permet à la main-d'œuvre d'avoir droit à des prestations sociales. Ensuite, des contrats plus formels permettent à la société civile de cibler les travailleurs et travailleuses pour les soutenir et les aider à s'organiser. Enfin, ils permettent aux travailleurs et travailleuses d'accéder à des avantages de la part de leurs employeurs. Oxfam recommande les actions suivantes. D'abord, analyser avec les fournisseurs la prévalence d'emplois précaires, de maigres salaires et de taux extrêmes d'heures de travail. Identifier les causes premières de ces conditions et quantifier leurs coûts pour les chaînes d'approvisionnement. Définir ensuite une cible pour l'augmentation des salaires et la proportion de postes permanents et temporaires, ventilés par genre, et surveiller les effets sur les travailleurs et travailleuses et les performances de l'entreprise. Enfin, aider les fournisseurs à développer des processus et compétences de gestion des ressources humaines. Toutefois, surveiller la survenue de conséquences imprévues. Lorsqu'Oxfam a fait des recherches sur la chaîne d'approvisionnement d'Unilever au Vietnam, la forte présence des femmes dans les rôles informels est ressortie. Oxfam a recommandé la formalisation de ces rôles pour leur offrir une meilleure stabilité. Unilever a suivi nos recommandations, mais lorsque nous nous sommes à nouveau rendus sur ce site 4 ans plus tard, nous avons remarqué que ces rôles formels étaient maintenant occupés par des hommes. Donc c'est là une conséquence inattendue importante. Nous et d'autres organisations en avons tiré des leçons et nous devons être plus prudents en matière de modification et de formalisation des contrats. Gigi, à toi. Merci Roland. Donc, next slide. Donc maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Youssef Bechaouch, chef du département RSE et Solidarité numérique, Direction des relations extérieures, RSE et innovation d'Orange, pour qu'il nous donne un exemple de bonne pratique en matière d'autonomisation des femmes de l'entreprise. À vous. Merci Gigi, d'abord bonjour à tous et encore merci pour l'invitation. Je pense qu'on peut passer ce slide-là, merci. Alors en fait, on a à peu près 10 années là, de responsabilité sociale sur Orange Tunisie. Je pense que vous l'aurez compris, hein, c'est vraiment aujourd'hui comment on peut mettre le numérique au service du développement. Et c'est finalement le numérique pour tous. Alors dans le tous, avant de parler vraiment des maisons digitales, dans le tous, on essaye justement de faire bénéficier certaines populations de ce qu'on peut faire au niveau du numérique et des solutions numériques. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Donc ce sont avant tout et beaucoup les jeunes, notamment sur leur employabilité, sur la promotion de l'entrepreneuriat. On a aujourd'hui un écosystème qui est Orange Digital Center,
Il y a plusieurs espaces qui sont vraiment dédiés aux jeunes. Ils peuvent être formés, accompagnés. Alors, tout est gratuit. Dans la deuxième cible, bon, j'aime pas tellement ce terme, mais c'est vraiment la population bénéficiaire, ce sont les enfants. Donc, on a un gros programme avec le ministère de l'Éducation sur des écoles numériques, avec également une solution numérique qui est vraiment dédiée aux écoles primaires, aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Et les troisièmes bénéficiaires, ce sont les femmes, donc avec ces fameuses maisons digitales. Alors, pour revenir un peu aux femmes, je pense qu'on parle beaucoup de genre. Chez nous, c'est vraiment aujourd'hui une question centrale, hein, l'égalité des genres. La question du genre, elle est centrale. Elle est centrale en interne. Juste pour rappel, on a initié, bien évidemment, on a parlé tout à l'heure des WEPs, suite à l'adhésion au pacte mondial, on a signé les WEPs. On a signé les WEPs, c'était surtout pour montrer qu'en interne, c'était aujourd'hui vis-à-vis de nos salariés, des collaborateurs, que la question du genre était une question stratégique. Et donc, on commençait à s'engager sur certaines initiatives pour arriver à plus d'égalité professionnelle femmes-hommes. Et je parlais de notre engagement en interne. On a été accompagné par la GIZ sur un gros programme économique. On continue à faire des choses. On continue à faire des choses sur, je ne vous cache rien, sur l'égalité salariale, sur l'accès aux postes à responsabilité pour nos femmes, même si on n'est pas mauvais, hein, quand on a benchmarké, notamment par rapport à d'autres filiales d'Orange sur la zone Afrique-Moyen-Orient, mais même en Europe, et par rapport à d'autres opérateurs telco ou alors d'autres entreprises dans les TIC, on n'est pas mauvais. Pour vous donner un exemple, par exemple, au niveau du COMEX, donc du comité exécutif, on est pratiquement à parité. On doit être dans les 48%, je pense, aujourd'hui, pour les femmes versus hommes. Sur les femmes managers également, on doit être dans ces zones-là. Mais voilà, on a initié des choses. On parlait tout à l'heure de réseau. On a aujourd'hui un réseau qui commence à être de plus en plus influent de femmes. Alors, ce sont des femmes managers, très souvent mentors, parce que l'idée, c'est aussi d'accompagner aujourd'hui des femmes qui sont plutôt en bas de pyramide, mais pour les accompagner, pour évoluer, soit en transverse ou pas, vers des postes de management ou des postes à haute responsabilité. Donc voilà, on a vraiment aujourd'hui cet objectif justement en interne de promouvoir l'égalité professionnelle femmes-hommes. Et bien évidemment en externe, la question est essentielle pour nous aujourd'hui sur comment, on n'est pas seul, hein, mais avec beaucoup de partenaires, comment justement travailler sur plus d'autonomisation des femmes et sur la promotion justement de cette égalité des genres. Donc voilà, je pense qu'on peut passer, s'il te plaît Gigi, si on peut passer sur les slides suivants. Je vais rentrer un peu plus dans les détails peut-être du programme des maisons digitales. Est-ce qu'on peut passer next slide. Next slide. Voilà. Next, encore next. J'ai été un peu plus vite que mes slides. C'est bon. On peut passer au prochain slide. Keep on va venir. Next slide. Next slide. Again. Voilà. Alors, sur les maisons digitales, en fait, c'est quoi? Donc, c'est un programme. Alors, juste le slide d'avant. Alors, c'est un programme qui a été initié. The slide before, Harmony. Ouais, plaisir, thanks. C'est un programme qui a été initié. Alors, si mes souvenirs sont bons, je pense que c'était en 2016, je pense. Alors, l'idée, c'était quoi? C'était en fait d'offrir avec des partenaires associatifs. Donc, ce sont souvent soit des associations, ce sont toujours d'ailleurs, pas souvent, ce sont des associations ou alors des ONG un peu plus peut-être importantes, plus grosses, excusez-moi du terme, en termes de taille, etc., qui sont nos partenaires. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est d'offrir aujourd'hui un espace de formation qui est vraiment dédié aux femmes. Alors, dans cet espace, il se passe quoi? On offre aujourd'hui tout un outil qu'on appelle, nous, un kit numérique, qui est en fait, sans trop rentrer dans les détails, vous avez un serveur Raspberry, des PC, des tablettes, un écran, et puis également, vous avez un vidéoprojecteur qui est assez robuste. Et l'idée, c'est de pouvoir offrir, alors il y a deux choses, soit on est pleinement dans notre rôle là, c'est vraiment d'offrir une formation sur le numérique. Alors parfois, ça peut être vraiment du très basique, c'est vraiment de l'initiation, alors dépendant vraiment des besoins de ces femmes-là.
Donc, ça peut être l'initiation vraiment sur Word, Excel, etc. Parfois, ça peut être Facebook. Et là, alors, on utilise très souvent, on a un réseau aujourd'hui de bénévoles, de salariés bénévoles qui se déplacent, qui font ce type de formation. On en est fiers. Donc, elles participent, ces bénévoles, on essaye justement, mon lapsus, alors elles participent, on essaye de pousser beaucoup plus des femmes à aller justement dans ces maisons digitales pour elles-mêmes former, pour que justement ces femmes-là puissent s'identifier à elles et parfois voilà, qu'elles se disent cette femme aussi a réussi, alors pourquoi pas moi. Donc on a ce réseau aujourd'hui de bénévoles en interne qui forment sur les technologies et avec nos partenaires associatifs. Donc comme vous voyez aujourd'hui, on a 13 associations qui sont partenaires. J'en ai mis quelques-unes qui sont connues, d'autres qui sont très locales. Alors ce choix a été fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un choix qui a été fait avec ONU Femmes, notamment je pense à l'association Femmes et Citoyennes de KEF. Après, le choix a été fait avec aussi le ministère. Alors, le ministère nous appuie dans le choix, dans le contenu. Alors, je vais revenir au kit. En fait, le kit, vous avez un serveur Raspberry dans lequel vous avez une petite carte SD. Et dans cette carte, on a du contenu. Alors, c'est du contenu en français, en anglais qu'on a récupéré auprès de la Fondation Orange au niveau du groupe. Et on a aussi du contenu qui a été mis à disposition par des partenaires. Soit ce sont ces partenaires associatifs, soit c'est le ministère de la Femme, soit ONU Femmes. Donc, sur tout type de contenu qui pourrait aujourd'hui intéresser les femmes de ces maisons digitales. Donc, c'est parfois de la sensibilisation à l'environnement, ça peut être de la sensibilisation à la citoyenneté, aux droits des femmes, comme ça peut être des choses très pratico-pratiques par rapport à leurs projets ou alors leurs activités génératrices de revenus. Alors, pour la plupart, ce sont beaucoup des femmes artisanes. Vous verrez dans la carte, on est dans un monde, je dirais, majoritairement rural, même si c'est vrai qu'on a aussi des maisons digitales dans ce qu'on appelle nous l'urbain, mais ça reste vraiment plutôt du rural. Donc, on a majoritairement des femmes qui sont des femmes artisanes. Vous connaissez Enda, qui est notre partenaire sur 3 maisons digitales aujourd'hui, Shanti, donc Anafta, Femmes et Leadership, le CIF. On a aussi un très beau partenaire à Mikhaled, l'association de sauvegarde de Mikhaled. Donc voilà, toutes ces associations-là, on les aide, donc on leur fournit ce matériel qui est très simple en fait à utiliser. Donc tout ce système-là se met est connecté grâce à l'antenne Wi-Fi donc, de ce serveur et on peut projeter donc, tout ce contenu-là pour former. Et donc vraiment, le numérique est quelque part un outil qui vient appuyer en fait la formation et parfois ça peut être de la formation très pratique j'ai eu la chance d'être présent dans certaines formations. Donc sur des femmes artisanes, c'est par exemple vraiment parfois on fait appel à des designers, notamment grâce à Enda qui est notre partenaire, pour voilà, redesigner certains tapis ou certains produits de certaines artisanes, peut-être pour voilà, qui ait une possibilité de pouvoir peut-être mieux commercialiser leurs produits, etc. Donc, Youssef, pardon, je voulais juste vous dire que vous avez encore 2 minutes. D'accord. Je vais être encore plus rapide. Donc voilà, et l'idée, c'est, alors à travers le prix coup de cœur, c'est aussi un peu leur donner pour les femmes qui ont vraiment, qu'on identifie, qui ont une activité génératrice de revenus, qui ont besoin d'une petite subvention financière. Donc l'idée, c'est un peu d'avoir une enveloppe par an de à peu près 10 000 €, de pouvoir en faire bénéficier ces femmes des maisons digitales qui ont une activité génératrice de revenus et qu'on sent qu'elles pourraient justement les développer donc à travers ce petit financement. Donc voilà, aujourd'hui c'est un beau programme, on a 22 maisons digitales, on a à peu près 1200 femmes qui en bénéficient. Alors aujourd'hui les femmes, on a remarqué, il y a aussi beaucoup de jeunes, malheureusement, de jeunes femmes qui sont diplômées, mais qui ne trouvent pas d'emploi, qui rejoignent en fait ces maisons digitales. Alors souvent c'est pour apprendre également à être comme leur mère, artisane, etc. Et puis on a aussi des enfants de ces femmes-là, donc qui sont aussi aujourd'hui, qui viennent dans ces maisons digitales parce que les femmes n'ont pas où les mettre. Donc voilà. Donc c'est aussi un espace social, je dirais, ce qui est très bien, mais ça reste également un espace de formation sur ou grâce à la technologie et grâce au numérique. Aujourd'hui, il y a de l'animation. Alors, on est avec Education for Employment. Je pense que vous connaissez, on est en train d'animer aujourd'hui. Quand je dis animer, donc c'est donner encore plus de formation, c'est essayer d'identifier encore plus de femmes pour à un moment donné en faire un réseau. Et on est en train de discuter avec des partenaires pour
pourquoi pas mettre en lumière certaines femmes qui ont vraiment aujourd'hui un vrai savoir-faire pour plus de visibilité et pour pouvoir exporter et commercialiser leurs produits à l'étranger. Donc, on a une start-up aujourd'hui qu'on connaît très bien qui s'appelle Lauren Hart, qui vient d'être une des lauréates du prix Orange d'entrepreneur social. Donc, on va discuter avec cette start-up-là pour pouvoir justement identifier des artisanes qui ont potentiellement aujourd'hui la possibilité d'exporter leurs produits. Donc voilà, mais je suis ouvert à toutes vos questions après pour rentrer plus dans les détails de ce programme. Merci. Merci beaucoup et je passe à Roland. Merci beaucoup. Merci M. Bechaouch pour votre participation et présentation du travail d'Orange. Alors, peut-être pour résumer brièvement, pour conclure, quels sont donc les principaux points à retenir de cette formation aujourd'hui? Tout d'abord, l'égalité entre les genres est importante. Nous devons la promouvoir et les arguments en sa faveur ne manquent pas. Les progrès en termes d'égalité entre les genres ont ralenti, en partie du fait que les institutions et les entreprises ne prennent pas en charge les problématiques sous-jacentes. Ce sont ces problématiques qui façonnent le rôle que jouent les femmes dans les chaînes d'approvisionnement. Les femmes tendent donc à occuper des postes peu qualifiés et peu rémunérés, caractérisés par une sécurité minimale. Les entreprises peuvent jouer un rôle important dans la promotion de la contribution des femmes aux chaînes d'approvisionnement et à l'économie. Des changements pratiques, tels qu'octroyer des contrats écrits, écouter l'opinion des femmes et soutenir le travail de soins non rémunérés peuvent faire toute la différence. C'est ce que nous a montré l'exemple d'ACG Food. Plusieurs entreprises agissent déjà sur l'égalité entre les genres dans l'intérêt des femmes, mais également dans l'intérêt de la productivité et de la croissance, comme le montre l'exemple de la Fondation Orange. Et enfin, en ne réagissant pas, des entreprises pourraient confiner les travailleuses et les femmes productrices dans des postes peu qualifiés, dangereux et précaires, renforçant aussi les inégalités entre les genres et limitant l'évolution de l'activité des entreprises. À toi, Gigi, je te laisse conclure. Merci Roland. Donc, je vois qu'on est arrivé à la fin de notre webinaire en temps d'horaire, en ne nous laissant pas vraiment le temps d'aborder des questions. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les sujets abordés, ici, n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées affichées à l'écran. Donc, je vous remercie beaucoup et à tous nos intervenants de nous avoir rejoints pour en prendre plus sur ce sujet tellement important. Ce webinaire sera bientôt disponible sur le site web de Business Call to Action, tout comme le webinaire de la semaine dernière, Introduction à l'égalité entre les genres. Je voulais juste ajouter qu'on a eu une question sur les syndicats dans le chat et la réponse qu'on m'a donnée en anglais, je préfère vous le passer par mail parce que c'est assez long et du coup, le temps que je le traduis en français, je pense que vous n'aurez peut-être pas envie d'attendre. Donc, si vous pouvez, la personne qui a posé la question, nous laisser vos coordonnées et on va revenir vers vous. Donc, la question, c'était pour des patrons qui, je vais juste le trouver dans le chat, les patrons ont souvent peur des syndicats. Comment les convaincre de créer ce genre de structure au sein de leur entreprise? Donc, si je peux vous demander de nous laisser vos coordonnées, on va revenir vers vous avec la réponse. Et je vois qu'on a des autres questions. Alors, nous avons tendance à oublier que la réussite professionnelle des femmes se fait souvent grâce à d'autres femmes de l'ombre qui prennent à charge les travaux domestiques, la garde d'enfants, etc. Il faudrait aussi questionner les modalités de travail qui sont basées sur un modèle patriarcal qui suppose qu'une personne s'occupe du ménage de façon rémunérée ou non. Aujourd'hui, nous sommes davantage en train d'adapter les femmes au travail modélisé sur la forme masculine plutôt que de questionner les modalités du travail en soi. Ne sommes-nous pas en train de nous tromper de voie? Excellente question. Je ne pense pas qu'on a le temps de répondre en live. Donc, avec ça, je vais clôturer le webinaire et demander à ceux qui ont encore des questions, nous laisser leurs coordonnées et on va revenir vers vous. Merci à tout le monde.
Merci à tous.